Entreprendre au féminin avec Christine Urbet de Créa Fabula. Chaque semaine, partez à la rencontre de femmes entrepreneuses de la Déodacie. Inspirez-vous de leur parcours, de leurs défis, de leurs réussites. Des conseils concrets, des idées à partager. Que vous soyez déjà lancé ou en pleine réflexion, cette émission est faite pour vous. Entreprendre au féminin, l'émission qui donne la parole à celles qui osent et qui vous donne envie de vous lancer. Sur Radio Saint-Dié. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour notre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Alors encore une fois, n'hésitez pas à déposer vos questions sur notre page Facebook Radio Saint-Dié ou sur le site de Radio Saint-Dié. Ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à toutes vos questions dédiées à l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on est deux Christine pour le prix d'une. J'accueille Christine Roland qui vient de créer son entreprise il y a très peu de temps et en même temps qui est déjà très active, qu'on rencontre sur les réseaux et sur le terrain et au CJD. Donc voilà, donc elle va pouvoir nous parler de son activité qui est une activité finalement dédiée aux entrepreneurs. Tout à fait, merci Christine et merci à la Radio Saint-Dié de m'accueillir. Donc j'ai créé Performance donc il y a 2 petits mois maintenant. L'idée effectivement c'est de soulager, de permettre à chaque manager et dirigeant de vivre pleinement son travail, puisque je suis convaincue que travailler c'est chouette. Ouais, très beau slogan, ça donne envie. Alors effectivement, quand on entreprend, quand on crée une entreprise, on ne se dit pas forcément qu'on va devenir employeur. Hein, c'est pas forcément la clé de démarrage. Et il y a des entreprises qui ont besoin d'embaucher tout de suite. Et cette fonction manager, elle devient finalement une fonction essentielle pour l'entreprise et son développement. Qu'est-ce que tu apportes aux entrepreneurs dans cette situation particulière ? Alors je dirais déjà à commencer une première écoute terrain de ce qu'ils vivent, de ce dont ils ont besoin. Je les aide aussi à repréciser leurs besoins parce que finalement un recrutement réussi c'est d'abord un recrutement qui répond à un besoin et parfois le besoin il n'est pas toujours bien évalué parce que le dirigeant et l'entrepreneur il fait ça avec ses tripes et on a beau être hyper motivé et hyper convaincu d'avoir un projet formidable, le hic c'est que le recrutement ça s'invente pas, c'est une technique. Donc moi je suis issue du monde du recrutement, donc précédemment j'ai plus de 25 ans d'expérience sur le métier et c'est vrai que du coup j'apporte à la fois de la technicité, mais quand je dis la première technicité c'est d'abord l'écoute, l'étude du besoin. J'essaie de voir aussi dans quelle mesure le dirigeant ou le patron a déjà cette expérience là par le passé ou pas, mais quand on recrute pour soi il y a des biais cognitifs qui arrivent, donc c'est compliqué de recruter quand on se fait pas aider. Et donc du coup moi je peux apporter effectivement ce fameux 3e œil, donc c'est ce regard neutre sur la situation, mon expertise évidemment qui est autour du recrutement et mais pas que aller chercher le candidat. Ça, je dirais que le défi recrutement il démarre avant, donc sur le besoin, bien étudier le besoin, sur le moment où, c'est-à-dire le moment de la sélection, et sur l'après, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le onboarding, c'est comment j'intègre le salarié, qu'est-ce que je lui donne comme repère, et après c'est comment je l'accompagne. Ouais. C'est vrai que cette fonction, à la fois au moment du recrutement, mais surtout la fonction managériale, elle va être très importante pour le développement de l'entreprise. Pour l'avoir vu dans certaines entreprises où il y a eu des erreurs de recrutement sur les premiers postes, ça peut mettre carrément l'entreprise en danger, à la fois financièrement et puis structurellement, parce que quand on délègue mal ou qu'on délègue pas ou qu'on n'a pas choisi la bonne personne, on met l'entreprise entre les mains d'autres personnes finalement, clairement. Et avec des dangers qui sont pas toujours visibles à l'immédiat. Non, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai que là, moi, c'est une donnée que j'ai, mais le désengagement salarial, c'est au minimum entre 13 000 et 15 000 euros par an par salarié. Et là, c'est à moindre frais, c'est-à-dire selon la fonction qu'on recrute, pour peu qu'il y ait des voitures de fonction ou autres, le coût caché d'un recrutement raté, il peut monter très 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 vite. Alors, dans ton métier, il y a certes le recrutement, mais il y a aussi la vie, et travailler c'est chouette, c'est la vie en entreprise finalement. Oui. Moi, j'ai vu des jeunes entreprises se développer en mode un peu start-up, avec en gros tout ce qui fait l'esprit start-up. On est dans un mode très cool, le jeu vidéo entre midi et 2, la table de jeu, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui fait la qualité de vie au travail selon toi ?
Alors je dirais c'est pas l'image forcément du baby-foot pour les pauses. Je dirais que c'est d'abord une question et une aventure humaine. Donc c'est se rencontrer entre bonnes personnes. C'est du coup dans la rencontre humaine, c'est aussi apprendre à se dire les choses. Et pour avoir vécu côté salarié, mais aussi du coup côté entreprise, enfin dirigeants et managers, j'ai accompagné pendant 15 ans des managers avec leurs équipes et je me rends compte que les deux parlent pas le même langage. Et du coup, je dirais que dans la qualité de vie au travail, c'est aussi comment on peut apprendre à bien parler ensemble, à se dire les choses. Là encore, des fois un intermédiaire ou ce qu'on appelle un médiateur peut être important. Et la qualité de vie au travail, c'est aussi des clients qui vous renvoient des choses positives. Donc c'est vrai que moi j'apporte aussi ce côté-là, c'est comment aller chercher le client sur son versant positif, ramener ce qu'on appelle du feedback qui est positif, mais parfois aussi qui peut être un feedback de progression. Donc c'est les leviers pour améliorer ce qu'on apporte finalement à nos clients, mais c'est aussi les prestataires ou les fournisseurs. C'est comment on s'entoure des bonnes personnes. Et quand on ne choisit pas avec qui on travaille, on peut par contre choisir la relation qu'on noue avec eux. Et donc moi j'insiste sur ça, sur la qualité du travail, c'est aussi quel choix j'ai et comment je peux travailler mes choix pour faire en sorte que tous les matins je me lève avec l'envie d'eux. Oui, effectivement. Alors, on le retrouve dans la création d'entreprise quand on propose la création de l'écosystème, où on dit là c'est un moment clé de la vie de cette création finalement, c'est avec qui on va travailler, c'est quelles valeurs on va défendre aussi dans notre projet, dans ce nouveau cadre de travail finalement. Et peut-être que c'est un peu de ça que l'entrepreneur doit transmettre à ses salariés. Alors oui, parce que finalement, je dis toujours, mais le bonheur, si je peux l'appeler comme ça, au travail, ou le plaisir à travailler, c'est un nombre important, c'est plusieurs finalement éléments qui constituent ce plaisir à travailler. Et il y a ce que le salarié va ne pas choisir, parce que finalement, c'est pas son entreprise. Donc, il hérite de quelque chose qui est porté par l'entrepreneur lui-même. Par contre, il a des leviers d'action sur lesquels il peut agir. Il a je dis toujours, sa petite patte personnelle à apporter. Et on parlait du baby-foot. Alors autant, moi, je trouve que c'est tiré à l'extrême. Mais autant avoir un bon café, ça paraît ridicule, mais je pense que les auditeurs qui vont nous écouter, quand on a un bon café, on s'en souvient. Donc ça fait partie des petits détails, mais qui changent tout. Ça peut être le gâteau qu'on a envie d'apporter pour partager avec ses collègues, même si on n'a que le dirigeant comme collègue. Ça peut être aussi tout simplement, moi j'aime beaucoup les smileys, donc se mettre un smiley sur l'ordi, parce que finalement quand on regarde son écran toute la journée, si on est quelqu'un qui fait énormément de visio, on regarde un écran et c'est un peu tristouné quoi. Donc le fait d'aménager son lieu de travail comme un lieu de vie, c'est aussi faire circuler les énergies, et quand on est heureux, ça se transmet. Oui. Alors c'est certain que le cadre de travail peut jouer. Or une petite entreprise, elle n'a pas forcément les moyens d'avoir un super cadre de travail. Par contre, ce qui est important, peut-être dans les conseils que tu peux apporter, c'est comment ils deviennent finalement employeurs. Parce que je l'ai vu à travers plusieurs entreprises en développement. Les jeunes dirigeants, les nouveaux dirigeants d'entreprise, c'est pas l'âge qui fait, ont souvent le sentiment de dire mon salarié il donne pas assez. En gros, je voudrais qu'ils fassent comme moi, sauf qu'ils ont un peu oublié qu'ils étaient dirigeants et que la personne salariée elle a un contrat de travail quoi. Tout à fait, et la remarque est juste, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand on entend un dirigeant dire non mais en gros mes salariés ça va pas du tout, je dis toujours, je renvoie la question, je dis ok, ça, c'est des salariés, mais très souvent, je dirais l'étincelle, elle est ailleurs. L'étincelle, c'est quelle est la vision du dirigeant et comment lui, en tant que dirigeant, il s'est positionné à la fois, comme je disais, sur l'intégration, mais aussi sur le fait que le dirigeant, il se rend pas compte, c'est ses tripes, c'est son projet, c'est son bébé, c'est à lui, quoi, c'est ventral. Et du coup, le salarié, alors oui, le salarié, il est régi par un contrat, il peut être régi par une motivation, parce qu'il n'est pas venu là par hasard au départ, mais comme toute motivation, c'est comme un feu, un feu, on l'entretient, on remet régulièrement du bois dedans, moi j'aime bien ces images un peu basiques, mais c'est un peu la même chose avec le salarié, quoi. C'est-à-dire que oui, il est venu au départ, il avait le feu, la flamme, maintenant c'est comment en tant que patron, j'entretiens cette flamme-là. Ouais. Et c'est pas toujours évident parce que le patron lui-même, il est toujours animé par cette flamme. Et donc il se rend pas compte que le feu du salarié peut s'éteindre. Donc oui, il y a ce point important, c'est comment j'entretiens la flamme. Tu parlais des coûts tout à l'heure, mais moi je pars d'un principe, c'est faisons avec ce qu'on a. Donc du coup, parfois on ignore qu'il y a des leviers tout simples qui sont autour, qui coûtent pas un rond
et pour autant qui apporte cette flamme qui permet effectivement de grandir, de faire grandir le salarié. Ça peut être ne serait-ce que, est-ce qu'on fait des entretiens annuels ? Un échange structuré, pas juste on va boire un café entre potes et tout va bien, quoi. C'est vraiment structurer l'échange, faire un point, comment la personne se sent aussi. Parce que soit en tant que... Je me rends compte aussi, mais le dirigeant, il est H24 dans son entreprise. Le week-end, il réfléchit, l'air de rien. S'il ne le fait pas consciemment, inconsciemment, il est dans son entreprise. Et du coup, s'arrêter juste un instant, même pour lui, et prendre un espace de respiration avec son salarié, c'est aussi redonner les clés au salarié pour dire, mais voilà, de quoi tu as besoin aussi. Oui. Donc c'est comment, en tant que patron, peut-être stressé par les affaires, et il y a quand même le chiffre d'affaires, il doit rentrer, donc à un moment donné, il n'y a pas à tortiller. On peut entendre que le salarié, à des moments, il peut pas être bien. Et le fait de l'entendre, ça peut clairement l'aider à grandir, peut-être même être en reconnaissance vis-à-vis de son patron. Donc c'est pour ça, les leviers, honnêtement, il y en a énormément. Simple, pas toujours aller dépenser un baby-foot, comme je dis. C'est une écoute. Et donc ton rôle à toi, c'est peut-être de remettre ça devant les yeux du dirigeant, peut-être de lui dire il y a des choses toutes simples autour de lui qu'il fait pas. Clairement, clairement. Ça, j'ai pas un canevas près d'avance, comme je dis toujours, je suis un peu comme la couturière ou costumière, c'est-à-dire que c'est du sur-mesure. Et ce que je me rends compte, c'est qu'en écoutant le patron, on déroule le fil. Et très souvent, déjà le patron, il est content de trouver quelqu'un avec qui parler. Parce que soit c'est une affaire qui peut être même parfois familiale, mais finalement, ça reste dans la famille, il y a des non-dits, il y a... ça peut être pesant. Si c'est pas dans le cadre familial, finalement, on est vite confronté avec ses salariés, mais les salariés, ils peuvent pas ressentir ce que le patron lui-même vit, parce que c'est finalement vraiment deux écosystèmes différents. On ramène parfois les choses à la maison, mais à la maison, c'est pareil, c'est domaine familial. Donc là, il y a des biais, mais non, mais ça va aller. On a ce côté qui est important aussi, qui est rassurant, mais qui n'est pas solutionnant, en fait. Et c'est vrai que du coup, ce que j'apporte, c'est finalement un troisième œil. C'est un espace-temps pour le dirigeant. Et le dirigeant peut aussi accorder cet espace-temps à ses propres salariés. Qu'ils soient d'ailleurs manager ou pas, parce que finalement, le fait de s'arrêter, on prend le temps d'essuyer ses lunettes et on repart différemment. C'est un autre regard, finalement. C'est un autre regard. Et c'est vrai que pour faire des bilans de compétences, parce que je fais régulièrement des bilans de compétences, je trouve ça tellement dommage que des personnes se soient épuisées dans leur travail, c'est-à-dire qu'ils ne retrouvent plus la ressource énergie dans leur travail, juste souvent pour des questions d'écoute, des questions d'adaptation. C'est pas grand-chose finalement. Non. Et pourtant, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus de leur travail et leur recherche, c'est je veux faire autre chose, en fait. Oui. Or, peut-être que c'était juste une question de réglage à un moment donné, quand on leur parle plus que d'objectifs, quand on parle plus que de chiffres, comme tu dis, on tient plus compte, on enlève du sens à la personne, à son métier, à son travail. Et je me dis des fois, c'est vraiment dommage parce qu'on perd des compétences, on perd des personnes qui ont une expérience, juste parce qu'on n'a plus le bon regard. Effectivement, on n'a pas nettoyé les lunettes assez souvent. C'est ça. Je prends aussi l'image d'une corde, la corde qui s'use toujours au même endroit. À un moment donné, tout le monde s'en doute, mais la corde, elle finit par péter, elle craque. Donc, et c'est ballot. Parce que finalement, comme dit, ça tient pas à grand chose. Et moi là, je m'imagine devant la fête foraine avec toutes les ficelles à tirer. Derrière, il y a forcément un ours, quoi. Et moi, c'est ma vision des choses. Quand j'arrive dans une entreprise, c'est que je détecte un nombre de choses importantes. Mais quand je dis importante, ça tient parfois à pas grand chose, vraiment. Ça peut être lié à des flux. Quand on voit une assistante qui fait 100 mètres pour aller faire une photocopieuse, alors que suffirait de lui mettre la photocopieuse derrière elle. Parfois, c'est des éléments très tangibles, mais que la personne elle-même, c'est son environnement, son écosystème, elle ne le questionne plus non plus. Elle l'accepte, c'est comme ça. Elle l'accepte, et puis je pense qu'on parlait des lunettes tout à l'heure, mais c'est vrai que je pense que quand on prend l'habitude d'eux, il y a des choses qu'on ne voit clairement plus, tout simplement. C'est clair, Alors, je regarde ta carte de visite qui est très jolie, c'est un arbre, un arbre qui a des racines. Alors, je vais lire les mots qui sont dessus: simplicité, opérationnalité, proximité, authenticité, énergie positive,
confidentialité et créativité. C'est les racines. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi un arbre? Alors l'arbre, c'est donc l'envers de ma carte de visite, parce que mon slogan étant travailler c'est chouette. Et comme je disais, c'est que c'est chouette que si et seulement si, tous les leviers sont réunis. Et du coup, je représenterai volontiers la chouette dans l'arbre. Ouais. Donc l'arbre, c'est la partie feuille, celle qu'on découvrira juste après. Mais pour qu'un arbre soit fleuri, il faut qu'il ait des racines solides et ancrées. Et du coup, ce que moi j'ai mis dans les racines, c'est finalement mes valeurs de travail, celles que j'apporte finalement à mes clients aujourd'hui, puisque je ne suis moi satisfaite que si je vois ce que j'apporte. D'accord. Ouais. Donc c'est vrai que je suis aussi en parallèle coach certifié depuis 10 ans et je le mets pas en avant forcément parce que je veux m'autoriser à pas faire que du coaching et que voilà, j'ai quand même l'air de rien, un petit bout de chemin derrière moi que je souhaite partager. Donc le chemin, l'arbre, je suis très ancrée dans la nature parce que je trouve que l'énergie, on l'apprend depuis qu'on est en fait. Et il se trouve que moi, pour le coup, je n'ai peut-être pas travaillé à mon premier jour sur Terre, mais en tous les cas, j'ai commencé très très tôt, à 12 ans en tant que bénévole et j'ai jamais quitté ou le bénévolat ou le travail. D'accord. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir cette ouverture aujourd'hui que j'ai au monde et au monde du travail tout simplement. Ouais. Si on parle un peu de ta création à toi, puisqu'il y a eu ce cheminement entre salariat puis création d'entreprise, comment tu l'as vécu ce cheminement-là, toi ? Alors, comment je l'ai vécu ? Ça fait 1 année que j'ai quitté le monde du salariat. On va dire que globalement, j'ai hérité d'un chef toxique. Donc, ça a été l'élément déclencheur. Mais en même temps, avec le recul, je pense que c'était aussi le déclencheur du bon moment, tout simplement, sans faire de polémique. Donc, il se trouve qu'en l'occurrence, mon corps a fait un burn-out. Donc, il a fallu, pendant cette année-là, me reconstruire moi-même. Donc, je me suis rendu compte que j'avais ce pouvoir de me réparer moi-même. Sans perdre de vue l'idée de cette création. Donc ça m'a permis, le fait que le corps ne marchait plus, ça m'a permis au niveau de la tête, en tous les cas, d'installer ce que je voulais donner dans l'entreprise et de finalement nettoyer le côté salariat. Parce qu'effectivement, c'est un changement de posture. Et l'air de rien, parfois, il faut accepter de prendre le temps. Et j'étais ravie finalement fin d'année quand mon corps était opérationnel à la hauteur que je le souhaitais. Finalement nos routes se sont croisées et j'ai embarqué à tes côtés sur un accompagnement et encore merci puisque finalement tu as ôté les derniers verrous. Et voilà, et je dirais que oui, il faut accepter que ce soit un cheminement, que ce soit long. Aujourd'hui, alors c'est créé depuis début février. Je sème, on est au printemps. Je m'accorde le temps de ne pas réussir tout de suite. Normal, ce qui n'est pas, je dirais, dans mon pédigré de base. Mais j'ai décidé de prendre le temps, pour le coup. Donc je crois que l'entrepreneuriat déjà m'a appris quelque chose, à côté de plein d'autres choses, mais de m'accorder du temps et de cheminer finalement, d'y aller. Parce que finalement, la route, elle n'est jamais toute tracée. Mais c'est vrai que ce que tu dis est important, c'est que souvent quand je rencontre des créateurs, ils ont envie que ça aille vite. Ils pensent que ça va aller vite, la création. Et au final, ça va pas si vite que ça. C'est-à-dire qu'il faut se donner du temps pour avancer avec le projet. Et que forcément, il y a aussi un changement de personnalité, comme tu le dis là, comme tu l'as vécu, dans la création. C'est-à-dire on a un mode d'adaptabilité. Et ça, il faut qu'on ait du temps pour s'adapter. Et au bout d'un moment, pour l'avoir vécu, je pense que notre cerveau, il se met en adaptation permanente. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question. La boîte de la journée, on l'ouvre. Il y a plein de surprises dedans. On ne sait pas comment ça va se passer. Et puis, on va vivre avec ça. Et c'est normal. Ça devient quelque chose de normal. Quelque chose qu'on n'acceptait pas forcément avant, on l'accepte maintenant. Donc ça, c'est un travail après qui est dans le long terme, qui va se faire sur la première année en fait. Il faut pas. T'as raison de dire, il faut du temps pour se mettre dans notre position et semer, c'est important. 6 mois, c'est normal. On va trouver du résultat au bout d'un moment, forcément. Et puis des fois, on a des chances comme ça de trouver tout de suite la bonne personne ou le bon interlocuteur qui est à notre écoute aussi d'entrepreneur.
Après, je suis d'une nature optimiste et je sais que ça va le faire en fait. Je n'ai pas le stress au-delà de ça. Et puis sinon, j'ai déjà mon plan B, mon plan C de prêt. Donc, comme en tout bon coach, je me suis fait ma propre supervision et du coup, je suis plutôt sereine. Ouais. Super. Donc là, le travail que tu fais aujourd'hui, donc sur le terrain, tu rencontres des dirigeants, tu rencontres quel type d'entreprise finalement ? Eh bien, tout type. D'accord. C'est vrai qu'au départ, je m'étais dit plutôt PME, PMI, celles qui n'ont pas la chance d'avoir un service RH, parce que voilà. Et puis finalement, je me laisse porter par le vent, parce que déjà, c'est de belles rencontres, c'est ce que je recherche. Là, en ce moment, c'est vraiment faire des belles rencontres, parce qu'il y en a, et en particulier sur la déodacie, puisque mon idée, pour être partie très loin, faire ce que je sais faire, j'ai décidé de redémarrer à la base, un peu comme le côté des racines. Donc, je reviens en déodacie, je vais à la rencontre du terrain, parce que je connaissais pas forcément au-delà de ça la déodacie, et j'y vais progressivement, voilà. Et du coup, les clients peuvent être des petites entreprises, mais même des artisans. Je me ferme pas de porte, des plus grands groupes aussi. L'idée, c'est d'aller là où les autres ne vont pas. Et c'est vrai que ma particularité, si je résume parfois, c'est de dire, finalement, on dit partout qu'on veut du savoir-être, mais qui s'en charge ? Qui nous apprend le savoir-être ? Donc c'est vrai que mon panel, et d'où l'importance des arbres, des feuilles de mon arbre, mais on peut intervenir à différents niveaux et typiquement ça peut être un stagiaire qui va venir, il n'a pas les codes et il va repartir aussi vite parce que finalement il va être plutôt en confrontation avec le milieu qu'en osmose. Donc du coup je suis un petit peu l'alchimiste du savoir-être en entreprise pour que les choses se passent bien. Super. Ouais. Alors j'ai vu que tu participes au CJD. Oui, Club des jeunes dirigeants, c'était une soirée sympa, en tout cas, qu'on a eue le 1er avril. C'était même pas un poisson. C'était pas un poisson, mais c'était très sympa. Et donc, je pense que c'est important aussi de s'entourer d'autres entrepreneurs quand on se lance. Il y a plein de moyens de trouver des réseaux qui nous conviennent. Je crois que toi, tu participes à plusieurs réseaux. Comment tu as fait tes choix, finalement, de réseau d'entrepreneurs ? Alors, dans mon précédent métier, j'étais coordinatrice sur tout ce qui est partenariat, donc je baigne dans le partenariat depuis toute petite, l'air de rien. Et en devenant entrepreneur, j'avais besoin déjà quelque part de prendre confiance en moi. Ça paraît un peu étonnant, mais c'est comme ça. Donc c'est ce qui m'a fait rejoindre Femmes des Territoires. D'accord. Pour aussi découvrir mon écosystème de nouveau. En parallèle, une opportunité, une rencontre par hasard, même s'il n'y en a pas tout à fait. Mais m'a parlé du Club des jeunes dirigeants. Je me suis dit, c'est quand même intéressant parce que finalement, il y a des codes quand on est dirigeant. Et puis finalement, les dirigeants, c'est peut-être des gens un peu inaccessibles. Bon, voilà, je suis très vite redescendue de mon échelle et ils sont plutôt très accessibles. Sur Saint-Dié, on a une petite section, comme je le redis, c'est familial et c'est franchement très apprenant. Et puis, de fil en aiguille, entreprendre en déodacie, c'est créé. Et je me dis, mais en fait, oui, c'est super intéressant, la mixité, parce que c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. J'ai un autre engagement chez Estelle Exécutive, qui est plutôt Grand Est. Pour le côté aussi, j'ai une tête qui réfléchit, donc j'aime bien la nourrir. Voilà. Donc c'est pour nourrir ma tête. Et là, je m'interdis pas encore d'autres choses, mais de nouveau... je me suis votée aussi de bien faire les choses. Je suis de nature comme ça à bien faire les choses. Donc je ne veux pas m'éparpiller. Donc je me dis déjà ça, c'est bien. 4 réseaux, c'est déjà pas mal. Il faut déjà donner du temps pour chaque réseau. Donc, c'est ça. Puis parallèlement à ça, j'ai aussi des investissements associatifs, que ce soit au village où j'habite ou pour l'école des enfants. Donc c'est vrai que les journées ne font que 24 heures pour le coup. D'accord, oui, c'est sûr. Mais en même temps, on sait que entreprendre, en tout cas entreprendre seul, on ne doit pas s'isoler. Donc ces réseaux, ils ont aussi vocation à ça. Je pense que c'est vraiment important et de faire des choix, de se dire là je suis au bon endroit, je me sens dans la bonne équipe et de partager ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur, parce qu'on est entre entrepreneurs. C'est quand même important et avec des échelles de temps différentes, parce qu'il y a des gens qui auront avancé plus dans leur entrepreneuriat, d'autres un peu moins, mais on a tous à partager finalement. Oui.
Et c'est vrai que de nouveau, on peut être aussi, et moi je me l'interdis pas, de n'être que de passage. C'est-à-dire monter un réseau, c'est des rencontres, mais ça correspond à un instant T, à un besoin. Oui. Le besoin, de nouveau, il évolue un peu comme chez les clients en fait, tout simplement. Et du coup, le choix du réseau, c'est aussi, l'air de rien, le choix des rencontres. Oui. Enfin, même si je suis solopreneur, comme on dit, moi j'ai à cœur d'être relié à ce qui se vit, ce qui se fait, et aux personnes, parce que c'est mon moteur principal, c'est mon essence même. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment important d'être relié et de ne pas s'isoler. C'est vraiment la clé pour moi pour réussir son entreprise. Parce que sinon, on ne sort pas. On ne voit pas, à part aller prospecter, on ne voit pas d'autres personnes et on ne va pas partager avec des clients ce qu'on partagera avec d'autres entrepreneurs. Clairement. Ouais. Donc voilà, on a sur cette première partie abordé beaucoup de choses. On va aborder encore plein d'autres choses sur la deuxième partie. Il y a plein de choses dans ton arbre qu'on n'a pas dit encore. Suspense. Ouais. On va grimper dans l'arbre pour aller voir où sont les mots et où ils sont cachés. Voilà, super. Et à tout de suite après la pause musicale. Prendre au féminin avec Christine Hurbet de Créa Fabula. Chaque semaine, partez à la rencontre de femmes entrepreneuses de la Déodacie. Inspirez-vous de leur parcours, de leurs défis, de leurs réussites. Des conseils concrets, des idées à partager. Que vous soyez déjà lancé ou en pleine réflexion, cette émission est faite pour vous. Entreprendre au féminin, l'émission qui donne la parole à celles qui osent et qui vous donne envie de vous lancer. Sur Radio Saint-Dié. On se retrouve après la pause musicale avec Christine Roland de Performance. Travailler, c'est chouette. C'est ça. Et donc, on va monter dans l'arbre qui est dessiné sur la carte de visite pour aller voir un petit peu la marque employeur. Alors, c'est quoi une marque employeur ? Je dirais que c'est l'estampille qui fait qu'on vient vers toi, vers l'entreprise. Donc, moi, j'aime bien découper la marque employeur en 2 mots, marque et employeur de l'autre côté. Donc très souvent, on pense notamment dans le commerce à développer la marque. On parle de la marque. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas tant d'ambiguïté sur le sujet. Et la marque employeur, c'est quelque part qu'est-ce qui va attirer le futur salarié à venir. D'accord. Donc ça sous-tend les valeurs de l'entreprise. Ça sous-tend différents leviers qu'il est important de travailler pour que naturellement le trafic se fait. Alors le trafic d'achat, mais on achète l'entreprise, mais c'est aussi quelque part acheter pour ce salarié auprès de l'entreprise. Donc c'est plein de petits indicateurs à travailler, à semer de nouveau. Je suis désolée sur l'image, mais je suis toujours très Et puis surtout être raccord avec cette marque employeur. C'est-à-dire que c'est pas juste une déclaration d'intention, c'est une vraie façon de vivre le travail au sein de l'entreprise. Je prends un exemple, si on dit quelque part dans la marque employeur, c'est chez nous l'autonomie du salarié est importante, et puis que finalement dans les faits, on dit exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et tout est processé en fait. Là l'autonomie, il n'y en a pas en réalité. Ouais. Donc du coup, quand je mets sur mon arbre la marque employeur, j'accompagne l'entreprise à être raccord avec ce qu'elle a envie de dire d'elle et comment elle le fait vivre en fait. Alors on sait effectivement que quand une entreprise elle a du turnover par exemple, ça va empiéter sur sa notoriété. Parce que des salariés qui ne sont pas satisfaits de ce qui se passe dans leur entreprise ou qui ont quitté l'entreprise parce que suite à une période d'essai infructueuse ou des situations un peu délicates, ce qui va être dit à l'extérieur, ça ne va pas forcément être sympa. Et ça, on ne peut pas avoir la main dessus pour le coup. Donc cette marque employeur, finalement, le fait de la travailler, ça va peut-être améliorer aussi la notoriété externe. Tout à fait. Ça limite la casse, comme je dis, parce qu'on ne peut pas agir sur ce que l'autre va dire de nous. Par contre, on peut agir sur les moyens qu'on lui apporte pour que ce qu'il en dise soit le reflet de ce qui est vécu. Je prends pour ça les exemples, notamment les avis Google ou les avis global qu'on demande finalement dès qu'on va quelque part. Eh bien, si là où on va, tout a été mis en œuvre pour le bon accueil, il y a de grandes chances pour que les avis au global soient bons. On aura toujours la personne
pas contente, Oui. mais son avis à elle par rapport aux avis des autres qui sera bon va pas peser lourd dans la balance. Et c'est là où on travaille ce qu'on appelle finalement la concordance entre les valeurs qu'on porte et les valeurs qui sont perçues. D'accord. Et ça, est-ce que cette marque employeur, elle peut être travaillée, peu importe la taille de l'entreprise, ou bien est-ce qu'il faut déjà une certaine taille d'entreprise pour revendiquer une marque employeur ? Pour moi, il n'y a pas de taille. D'accord. Dès lors qu'on est quelque part une entreprise, je dirais même un solopreneur comme moi, aujourd'hui je le travaille, ma marque employeur. D'accord. Voilà, je travaille mes valeurs de fond parce que finalement je suis pas à l'abri, j'ai toujours d'un succès d'embaucher ou ne serait-ce que d'avoir des stagiaires alternants ou autres. Et puis je pense que fondamentalement c'est aussi ce qui fait les racines de l'entreprise. Enfin, moi je suis très portée par l'authenticité et la marque employeur pour moi c'est avant tout une marque d'authenticité. C'est qu'est-ce que j'apporte, certes à mes salariés, mais c'est aussi pour le bien commun de mes clients. Quand mes salariés sont bien, mes clients sont satisfaits. De la relation, on peut être mécontent de quelque chose, mais ça se fera toujours quelque part dans une relation humaine constructive. C'est vrai que je pense que beaucoup d'entrepreneurs oublient ou ne communiquent pas leurs valeurs. En fait, déjà, moi je le préconise dans l'accompagnement, de vraiment cadrer les valeurs de l'entreprise parce que c'est ce qu'on doit échanger avec nos clients. En tout cas, c'est ce qui va faire notre relation avec des clients, avec des fournisseurs, avec des partenaires dans cet écosystème. Mais je pense que s'il y a bien un oubli qui est fait, c'est de le partager avec les salariés. Et même ne serait-ce que des stagiaires, effectivement, je pense que si on doit accueillir une personne dans une entreprise, on doit poser ça. Est-ce qu'il faut un livret d'accueil, par exemple, dans l'entreprise, comme on peut avoir dans certaines structures ? Ma réponse là pour le coup elle est un peu hésitante parce que ça va dépendre des contextes, ça va dépendre quelque part de l'entreprise en elle-même. Je trouve toujours que de toute façon un guide ou un livret peut toujours avoir son bénéfice. Ça peut être aussi en termes de sécurité, de prévention sécurité, parce que moi c'est des champs sur lesquels j'interviens et que je regarde de près, parce que finalement au travers de la marque employeur, au travers même de l'intégration, c'est tous des éléments qui permettent de rassurer la personne. Et moi je pars d'un principe, c'est qu'une personne rassurée va être rassurante. Oui. Et du coup, son idée aussi de l'entreprise va être meilleure. Parce que finalement, quand on a une bonne image de quelque chose, on en parle plus facilement en bien. Oui, c'est certain. Alors là, c'est mon côté employeur qui ressent les choses parce que je suis employeur par ma présidence d'association où j'ai 90 salariés. Et c'est vrai qu'on a beau essayer d'être attentif à l'intégration, etc. Mais quand on est par exemple sur des contrats de remplacement, des contrats plus courts, on n'a pas toujours le temps de dire comment ça va se passer. Alors on a un process effectivement d'accueil, on a un livret d'accueil, mais je pense que dans les entreprises c'est pareil, quand on a besoin urgemment de quelqu'un, de bras supplémentaires, est-ce qu'on prend vraiment ce temps-là ? C'est une vraie question. Il faut le prendre, mais comment ? On est souvent dans l'urgence finalement. Oui, et c'est le fameux comment. Alors après, moi dans mon service sur mesure, ça fait partie des choses que je peux proposer, notamment quand il y a de l'intégration régulière. C'est finalement de prendre le rôle de l'employeur sur la partie intégration pour parler justement des valeurs ou des choses dites basiques plutôt que de les lire sur un livret, parce qu'entre ce que je lis, ce que j'ai envie d'entendre, ce que j'ai envie de comprendre et réellement la réalité, du coup il peut y avoir des trous dans la raquette. Et moi je place vraiment l'humain au cœur des choses. C'est pour ça que dans Perf Homme Ans, il y a le F majuscule et le H majuscule, parce que finalement la réussite d'une entreprise c'est aussi l'histoire des hommes et des femmes qui la composent, mais que quand on n'a pas le temps, de nouveau on a tous la même banque de temps, je dirais, au quotidien, et on est obligé de faire des choix. Et le fait d'intégrer humainement parlant les gens, ça permet aussi d'avoir ce qu'on appelle le feedback, comment la personne reçoit les choses. Et ça, si on la place devant son livret d'accueil, on ne l'aura pas. Oui, je suis d'accord. Donc, du coup, c'est un service que tu proposes. On peut faire appel à toi régulièrement en entreprise, une fois que tu connais l'entreprise. Tout à fait. Pour transmettre ça. Oui, tout à fait. C'est intéressant pour des employeurs qui ont envie finalement de soigner l'accueil et n'ont pas le temps finalement de le faire. Oui. Et particulièrement quand il y a l'arrivée de stagiaires, septembre est là tout bientôt. Ça peut être aussi préparer les campagnes d'alternance, des présences sur des forums, tout ce qui requiert du temps quelque part,
qui n'a peut-être pas a priori une valeur ajoutée, spontanément, ce que j'appelle dans le chiffre d'affaires brut, en lecture non analytique, je dirais, des finances. Et pour autant, c'est pour moi central. C'est la richesse de l'entreprise, elle démarre aussi par les personnes qui la composent, en fait. Ok, c'est vraiment intéressant pour des petites entreprises qui doivent avancer plus vite parce qu'il y a de l'activité et en même temps qui ont nécessairement besoin de prendre ce temps-là pour aussi, finalement, ce que tu as noté après, c'est l'engagement, la satisfaction du salarié. Oui. Parce que même si on embauche en disant maintenant c'est un besoin urgent, peut-être que ce besoin, il va se consolider dans l'entreprise. Clairement. Et que cette personne, il faut qu'on l'engage. C'est ça, et qu'il dure ou qu'il ne dure pas, la personne qui passe dans l'entreprise, pour moi, c'est le premier ambassadeur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on on parle beaucoup de notoriété, même parfois de faire de l'achat publicitaire pour se faire connaître. C'est des budgets énormes, faut être clair avec ça. Mais on a souvent oublié la première richesse, qui est les personnes qui transitent, qui sont là, qui ont été là. C'est comment je maintiens le lien. C'est comment, du coup, oui, la relation s'est peut-être mal passée, ou il y a un truc qui n'a pas été, peut-être qu'on n'était pas fait pour travailler ensemble, mais comment on soigne aussi la sortie. Qu'elle soit quelque part heureuse ou pas, c'est finalement tous ces moments clés qu'on a avec nos salariés, c'est comment on en fait des moments riches, parce que le salarié qui reste ou qui nous quitte restera un ambassadeur, doit rester un ambassadeur de ce qu'on fait. Ok, c'est vrai que la sortie, on n'y pense pas, mais c'est quand même un moment essentiel. Oui, on appelle ça le off-boarding dans le jargon. Et donc ça, tu peux aussi, toi, faire ces entretiens-là. Oui. Ok. Ça peut être intéressant aussi par rapport aux dirigeants. Il y a une forme aussi de... Parce que je pense qu'un dirigeant qui doit se séparer d'un salarié, il ne le fait jamais de gaieté de cœur. Non. Et que peut-être qu'on le voit aussi que d'un côté, en disant le méchant patron. Or, il y a des contraintes peut-être économiques, il a peut-être perdu un marché, il a peut-être des contraintes aussi de rentabilité. Enfin, il y a plein de questions derrière. C'est ça. Et techniquement, il faut qu'il puisse se séparer proprement, entre guillemets, d'une personne. Alors, pour l'avoir vécu aussi, ces moments de séparation, ils sont douloureux pour tout le monde. Simplement, ils ne sont pas perçus comme tels, en fait. On a l'impression que nous, en tant qu'employeurs, on est des méchants. Il y a le beau rôle, on est sur le bon côté de la table. Mais non. Non, ce n'est pas toujours le cas. Et même si on propose, par exemple, un coaching de départ, etc., la personne, elle ne l'accepte pas forcément. Parce que c'est dans ce moment-là. Or, c'est un moment important de pouvoir préparer son départ. C'est ça. C'est dommage que ça ne soit pas accepté, en tout cas. Oui, alors c'est vrai qu'après, il y a aussi comment on fait les choses, c'est-à-dire que l'intention, on n'arrive pas toujours à l'expliquer à l'autre. Et puis, on n'enlèvera pas les biais. En fait, on a tous, en fonction de la place qu'on prend, on a des biais qui arrivent. Donc, c'est aussi comment casser ces biais-là. D'où l'importance de recourir à quelqu'un de neutre. Et puis, la façon de vivre le départ, ça peut faire aussi partie, moi, d'un échange que je peux avoir avec le dirigeant d'un côté, avec le salarié de l'autre, et après les réunir en tripartite. Parce que ça permet justement de remettre tout le monde entre mains. Ce qui est important, c'est qu'on enlève les casquettes. Et je dis toujours que on peut se séparer parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. En revanche, humainement parlant, c'est important de pouvoir recroiser la personne dans la rue sans que plus rien ne remonte, en fait. Voilà. Et du coup, je voulais en venir sur un autre élément aussi, mais le milieu du recrutement connaît ses pics de difficulté, c'est-à-dire il y a des métiers sur lesquels on n'arrive pas à recruter, et on n'est pas à l'abri que ce salarié qui nous quitte aujourd'hui revienne demain. Et ça, on ne se le met pas dans l'esprit spontanément parce que on se quitte et c'est fini et on passe à autre chose. Et dans la tête du patron, c'est je peux retrouver quelqu'un qui va savoir faire d'autres choses mieux, etc. Oui, mais peut-être qu'un an ou 2 ans plus tard, l'effet boomerang va arriver, la personne aura réfléchi, mûri, on change tous à une vitesse grand V selon les aléas de la vie. Et du coup, cet effet boomerang aussi, le fait de réaccepter quelqu'un qui nous a quittés, de le refaire revenir, ça se passe d'autant mieux si on a tisser un lien, confortable au moment de la séparation. C'est certain, et je pense que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a de l'émotion des deux côtés, en fait. L'émotionnel, il est peut-être chez la personne qui part, qui doit partir, mais l'entrepreneur, c'est pas une machine, quoi. Je veux dire, c'est aussi un être humain qui a une grosse charge mentale, et forcément, derrière tout ça, beaucoup d'émotions, et il est aussi dans la perception de ses émotions.
Hein, Oui. il n'est pas neutre. Des fois, on a un peu cette image de robotique entrepreneuriale. Non, on est d'abord des êtres humains avec nos énergies, nos émotions, nos moments de doute et tout ce qui fait de nous du vivant, quoi. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et je pense que ce que tu apportes là, en tout cas de ce que j'entends, c'est un vrai soutien à l'entrepreneur dans cette fonction qui est la plus difficile, hein, qui est celle de l'employeur. En tout cas, c'est une belle démarche que tu fais là pour aider les entrepreneurs, et je suis certaine que tu vas répondre à beaucoup de demandes et de questions. Au fur et à mesure de ce que tu sèmes, il y aura sans doute beaucoup de démarches et d'arbres qui vont fleurir derrière. Ouais. Nul doute, en tout cas, je vais arroser. Ouais, c'est certain. Alors, on va peut-être terminer par quelque chose d'important et quelque chose qui est vraiment essentiel dans la relation que tu construis avec l'employeur, enfin en tout cas avec l'entreprise, c'est la confiance. Parce que c'est en te faisant confiance qu'on peut se décharger. C'est ça. Donc me faire confiance, c'est ce que je travaille au quotidien. Même si ce qui me fait réussir depuis très longtemps, c'est le doute que je laisse toujours en moi, parce que ça me permet de re-questionner, de prendre rien pour argent comptant. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille dans le par cœur. Donc c'est pour ça que cette création, elle répond aussi à ce que je suis. C'est-à-dire que je ne suis pas un robot. J'adore donc le côté de la créativité, on le retrouve effectivement là. Et du coup, la confiance, ça ne se donne pas spontanément. Moi, la première, je ne donne pas ma confiance spontanément. Donc, c'est pour ça que je suis prête à avoir ce temps-là et à donner ce temps-là. On dit souvent, mais avec toi, tout est simple. Alors, j'espère apporter cette simplicité-là. J'espère, en tous les cas, que dans mes différents cheminements, je vais démontrer que cette confiance, on peut clairement l'avoir. Je suis entière, authentique, mais je sais aussi bien maîtriser, mes verrous entre ma vie quand je suis en mode coaching, de ma vie quand je suis moi, et j'ai plusieurs moi finalement, parce que j'ai plusieurs casquettes. Donc voilà, et ça, j'ai à cœur de le travailler. Pour le coup, ma déontologie, c'est quelque chose que j'aiguise fortement et que j'entretiens. Ok. Donc moi j'invite les entrepreneurs qui ont vraiment des besoins d'accompagnement autour du salariat, autour de leur fonction d'employeur, à contacter Christine, parce que il y a plein de choses, ne serait-ce que pour un premier entretien, ne serait-ce que pour poser, prendre du temps, réfléchir. C'est ça. Et puis après, derrière toi, pouvoir amener des pistes éventuellement pour d'amélioration. La bonne ficelle. Quand je vois, ne serait-ce que ma boulangerie de quartier qui va être obligée de fermer 3 heures ou 4 heures par jour parce qu'elle ne trouve pas de salariés, je suis inquiète. Je me dis, mais quel dommage, parce que c'est autant de chiffres d'affaires qu'ils ne vont pas faire, autant de marchandises qui vont rester dans les rayons. Et pourtant, c'est une super boulangerie et ils méritent de trouver quelqu'un pour que tout ça se passe bien. Et peut-être que c'est juste un petit coup de pouce derrière, un petit coup de pouce du destin qu'on a besoin. Il faut leur donner ma petite carte. Faut passer acheter un croissant le matin et glisser la carte de visite. Mais oui, c'est ça. Je dis toujours, c'est mettre de l'huile pour ceux qui ont l'image mécanique, mais dans les rouages, pour faire en sorte que ça ne grippe pas. Et puis, c'est semer. Et puis je pense qu'il faut alléger cette fonction. Il faut... il y a déjà assez de charge mentale comme ça, sans coller en plus, et que être employeur, ça doit être chouette. Tout à fait. Comme travailler, ça doit être chouette. C'est important. Et c'est dans cette relation heureuse au travail qu'on peut faire avancer les entreprises et leur activité. Clairement. Je pense que c'est dans cette positivité-là qu'il faut avancer. En tout cas, merci pour nos échanges. C'est très enrichissant. Ça fait écho à plein de choses. Et je pense qu'on peut te retrouver sur les réseaux. Non, pas du tout. Non, pas du tout. T'es pas active sur LinkedIn. T'es pas active sur Facebook et Instagram. Non, et depuis peu, on peut me retrouver avec ma page entreprise sur Google. Donc c'était ma petite fierté des derniers jours. Tout ça sous la main, donc LinkedIn, Facebook, Instagram et Google. C'est ça, tout à fait. Pour retrouver Performance et Christine Roland. Merci beaucoup, Christine. Merci, Christine. À bientôt. À bientôt.